Merci. D'abord, avant de commencer, je remercie le président du GRAF pour m'avoir invité. Écoutez, c'est toujours un plaisir d'être en contact avec le monde extérieur. En tant que chercheur, on est tellement enfermé dans son monde que c'est vraiment une joie totale, surtout quand le cadre est si beau. Et après, bien sûr, je vais vous parler de la laïcité, et surtout parce que c'est un problème c'est une question qui revient sur la scène de temps en temps, spécialement depuis 2002, que c'était l'année de la laïcité, et depuis, d'une manière intermittente, avec les revendications et les demandes des musulmans de France, la question de la laïcité est systématiquement renouvelée et elle est systématiquement sur le devant de la scène. Les uns défendent la laïcité en se référant à la loi de 1905. Vous connaissez très bien, l'État ne reconnaît ni subventionne aucun culte. Les autres, les gens qui défendent, qui ont des revendications religieuses, ils se réfèrent aussi à leur tour à la même loi en disant que justement, mais l'État ne subventionne aucun culte, mais elle n'empêche pas la pratique des religions dans l'espace public. Finalement, on est en face des deux groupes qui sont pour et contre, mais tous les deux se réfèrent exactement à la même chose. Ils sont systématiquement à la télé, avec quelqu'un comme Tariq Ramadan, comme le représentant des musulmans de l'Europe. Et après, du côté des défenseurs de la laïcité, il y a quand même des têtes connues que vous connaissez mieux que moi. Et le débat est systématiquement lancé, mais le mystère persiste. Finalement, c'est quoi la laïcité? La laïcité est positive, la laïcité négative? Est-ce qu'il y a des laïcards? Est-ce qu'il y a des gens trop laïcisés? Est-ce qu'il y a des gens peu laïcisés? Qu'est-ce que c'est finalement la laïcité? Le mystère est là. Et à chaque fois, on veut expliquer ce que c'est la laïcité. On dit, voilà, c'était en 1905, on a créé une loi, on a légiféré vers une loi et que depuis, on est dans un pays laïque. Alors que si on regarde les choses de cette façon, finalement, on s'en sortira jamais. On s'en sortira pas parce qu'un phénomène fondamental, structurant comme la laïcité, que selon beaucoup d'historiens français, quand en XVe siècle, elle s'est pointée le nez dans le paysage politique français, elle avait déjà 5 siècles derrière. Donc quelqu'un comme Marcel Gauchet, il est convaincu que la laïcité commence à partir du Xe siècle. Vous voyez donc, ce n'est pas du tout un événement aussi petit, un événement événementiel, un événement anecdotique qui commence en 1905 par la loi 1905 et qu'on se contente de se référer à cette loi et en expliquant en fait ce qui se passe et essayer d'expliquer, essayer de résoudre le nœud de la situation. Enfin, je pense que c'est bien dommage que nous vivons dans un pays avec une histoire fondamentale, avec autant d'historiens compétents qui sont vraiment une fierté nationale pour tous les Français. Mais n'empêche que sur le débat, sur la scène politique, sur la scène médiatique, on a systématiquement ce quiproquo et cette ambiguïté totale par rapport à ce que c'est la laïcité. Alors, pour comprendre la laïcité, il faut quand même remonter loin. Je ne vais pas remonter jusqu'au Xe siècle, ce n'est pas mon terrain de recherche, mais quand même, on peut commencer par la première phase de la laïcité, c'est que la phase absolutiste, avec l'émergence de l'état de droit divin. On dit que c'est la première phase. Qu'est-ce que c'est l'émergence de cet état? L'état de droit divin, ou l'état du roi de droit divin, c'est l'état qui est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, en fait. C'est l'état qui s'impose juste en face du religieux. L'histoire, évidemment, de la laïcité est intimement liée avec l'histoire de l'État en France. Donc, pour comprendre ce que c'est la laïcité, on est obligé de regarder cette histoire de l'État de droit divin. On est à la fin des guerres de religion. La France, en tant que l'épicentre d'un phénomène qui a bouleversé l'Europe dans sa totalité, passant par l'Allemagne qui était déchirée par les guerres de religion, et puis jusqu'à très catholique Italie, et évidemment l'Angleterre, on voit que tout le paysage politique européen a été bouleversé par rapport à la déraison de la foi.
C'est-à-dire qu'on est dans une situation inédite. Dans toute l'histoire de l'humanité, le religieux a toujours assuré la cohésion sociale. La religion était un élément qui servait à la société humaine depuis la nuit des temps pour assurer, pour garantir la survie des sociétés, des communautés humaines. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin des guerres de religion? Ce religion même, qui était jusqu'à là un élément de cohésion, elle devient quelque chose contre sa nature même. La déraison des religions, la déraison des adhésions confessionnelles fait que l'État français, l'État de droit divin, est obligé de se libérer des adhésions confessionnelles. On ne peut plus compter sur l'Église pour attribuer, pour transmettre la légitimité politique à l'État, parce que l'Église, elle est dans la déraison totale. Les gens de l'Église sont dans la guerre. Et si on leur laisse l'initiative, il ne reste plus rien. C'est-à-dire que la survie de la société, la survie du pays était complètement en question. Et donc, l'histoire est primordialement française. L'histoire de la laïcité est essentiellement française. Et le mot de la laïcité signifie la séparation de l'État français et de l'Église catholique. Et c'est une erreur totale. Par exemple, comme un pays comme la Turquie, avec la religion musulmane, il se dit le pays laïque, la République laïque de la Turquie. Ça, c'est une erreur totale qui est entrée dans la pensée politique aujourd'hui et qui doit être quand même corrigée, parce que la laïcité, c'est quelque chose qui reste vraiment enfermé dans les frontières franco-françaises. Alors, mais ce qui se passe est beaucoup plus et autre chose que la simple laïcité. Ce qui se passe partout en Europe, c'est en fait, ce n'est pas simplement la séparation du principe du religieux et du principe du politique, c'est l'entrée dans un autre monde. C'est le monde de la sortie des religions. Alors que dans les sociétés anciennes, dans les sociétés avant la laïcité, la religion est structurante. Ça veut dire que c'est la religion qui structure toutes les activités humaines. L'ordre social est basé essentiellement sur la légitimité que le religieux lui donne. Par exemple, dans les sociétés qui sont toujours régies par les principes traditionnels, dans les sociétés islamiques aujourd'hui, quand on écoute, quand on voit que finalement, l'ordre social est basé sur quoi? Sur la volonté de Dieu. On entend les représentants des sociétés islamiques. Pas plus tard que la semaine dernière, par exemple, c'était un membre de frères musulmans égyptiens qui disait qu'il était un individu démocratique. Il disait qu'il voulait la démocratie pour l'Égypte, mais en même temps, il disait que la constitution, la future constitution qu'il souhaite avoir pour son pays, c'est le Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, la légitimité de l'ordre social vient d'en haut. C'est Dieu qui légitime l'ordre social. Alors que la base de la pensée démocratique, de la pensée politique démocratique, c'est que l'ordre social n'est plus dépendant de la religion. Ce n'est pas du tout le religieux qui justifie, qui garantit la cohésion de la société humaine. C'est à partir de l'entrée de la modernité politique, avec la Révolution française, c'est le citoyen lui-même qui justifie l'ordre social, qui garantit l'ordre social. C'est-à-dire, la différence avant et après la Révolution française, c'est justement la présence, la naissance, l'émergence de l'individu sur la scène politique. À partir de la Révolution, ce que François Furet, il nous explique en fait le seuil d'entrée de la modernité politique. C'est quoi? C'est l'individu citoyen. L'individu citoyen est quelqu'un qui, sur le dos de qui repose la légitimité de l'ordre politique. L'ordre social est justifié par l'individu, par le vote de citoyens. Il choisit les représentants politiques, il choisit ses représentants politiques, et le Parlement est constitué des députés qui ont été choisis, pas par Dieu, mais par le citoyen. C'est ça la différence. Ce n'est pas seulement le suffrage universel qui différencie la situation démocratique d'une situation non démocratique, mais c'est la légitimité de l'ordre social. C'est la raison pour laquelle les catégories comme la laïcité, comme
sécularisation, malgré leur grande capacité explicative, ne sont pas aujourd'hui encore pertinentes pour expliquer le monde dans lequel nous vivons actuellement. La laïcité, c'est un effort, le mot de la laïcité, c'est un effort de l'institution ecclésiale pour définir ce qui n'est pas lui, ce qui ne fait pas partie de cette institution, pour expliquer ce qui est différent par rapport à l'institution de l'Église. Qu'est-ce qui se passe? Une fois que la laïcité est en France, s'est installée et on a rompu avec hétéronomisation de l'ordre social n'est plus hétéronome. L'ordre social ne repose plus sur les garants métasociaux, sur la religion, sur la volonté de Dieu, mais sur le choix des citoyens. Donc on est dans l'autonomie totale, et dans cette situation, ce qui se passe, le religieux n'est plus du tout à sa place ancienne. Le religieux a changé de place, il est parti dans les marges de la société. On est dans les sociétés de sortie de la religion. Dans les sociétés de sortie de la religion, dans les sociétés où le religieux n'a plus sa place, le religieux lui-même change de nature. On n'est plus du tout dans une situation où le religieux était structurant. En sortant, en vidant l'espace, en allant dans les marges, il change de nature. Elle s'efface, l'Église s'efface. Et l'Église, quand elle part vers les marges de la société, elle ne représente plus du tout son ancien rôle. Et c'est ainsi que la religion change de nature. Mais une fois encore, il faut faire attention. Quand je dis que la religion change de nature, je ne veux pas dire que les sociétés de sortie de la religion, ce sont les sociétés des mécréants, ce sont les sociétés des gens athées. Vous pouvez être un individu parfaitement démocratique, entièrement démocratique. Vous pouvez être un citoyen à part entière, mais en même temps, vous pouvez garder vos croyances. Vous pouvez être un individu totalement croyant. Mais la différence avec la situation précédente, c'est que vos croyances sont vos croyances personnelles. Ce ne sont pas les croyances publiques. Vous gardez vos croyances dans l'espace privé. Ce sont vos croyances, mais quand vous entrez dans l'espace public, vous entrez en tant qu'individu citoyen. Vous ne vous référez plus à vos croyances personnelles. Vous pouvez être un individu croyant, vous pouvez être à côté de quelqu'un qui est complètement des croyances différentes par rapport à vous. Donc, les sociétés de sortie de la religion n'ont pas du tout le même rapport ni la même relation avec la religion, avec les croyances religieuses. Donc, on est dans les sociétés où la religion, les croyances religieuses ont été individualisées. On est dans la privatisation du phénomène de sentir. Tout ce que vous sentez, tout ce que vous croyez reste dans votre espace privé. Cela n'intervient pas sur l'espace public. C'est ça la différence, en fait. Et cette différence est majeure. Ce n'est pas du tout un détail. Ce n'est pas un détail entre les deux sociétés. Dans une société où la croyance est à l'ordre privé, qui doit rester dans l'espace privé, ce n'est pas du tout, ne fonctionne pas de la même façon que les sociétés où les croyances religieuses sont structurantes, où la Constitution, par exemple, pour les frères musulmans égyptiens, la Constitution reste la charia ou le Coran. La mentalité est totalement différente. Dans les pays où on se dit encore croyant, religieux, et on essaye à justifier l'ordre social grâce aux religieux, et on se dit démocratique, ce n'est pas du tout un jeu entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation de compromis entre les deux. On ne peut pas être à la fois un individu qui veut que l'ordre social repose sur ses croyances religieuses et en même temps un individu démocratique. Ce n'est pas qu'un individu démocratique. Vous voyez la différence. Il y a une nuance entre les deux. Ce n'est pas qu'un individu démocratique est forcément un individu athée, mécréant et non croyant, mais c'est un individu qui fait pas partie, qui ne fait pas intervenir ses propres croyances dans sa vie publique. Alors, c'est ça la différence entre les deux façons de regarder les choses. Et l'idée que la laïcité, aujourd'hui, est en train de souffrir d'une sorte d'affaiblissement, ce n'est pas qu'elle a perdu sa force. Ce n'est pas que dans les sociétés démocratiques,
on est en train de retomber dans l'hétéronomisation de l'ordre social. Ce n'est surtout pas parce que les religions sont en train de reprendre le dessus et les religions sont en train de revenir et on doit avoir peur des religions. Justement parce que les religions ont vidé l'espace, parce que les religions sont parties dans les marges de la société et que là maintenant, elles sont devenues quelque chose à l'ordre personnel et qu'elles n'interviendront pas, elles n'interviendront pas sur la scène publique, que la place est vide et n'importe quelle revendication qui a l'air, disons plutôt des revendications identitaires, elles paraissent normalement dangereuses. Ça nous fait peur parce qu'on est tellement habitué à ne pas voir dans notre paysage politique les religions que, par exemple, quand quelques individus qui viennent, par exemple, à votre hôpital, à vos hôpitaux, qui veulent, par exemple, être soignés par tel ou tel médecin, ça nous fait peur. Ou bien, par exemple, quand il y a des revendications évangélistes du côté des pentecôtistes ou des sectes évangéliques ou protestantes qui viennent et qui se manifestent sur l'espace public, elles nous font énormément peur. On pense qu'on est à la fin de la laïcité, on pense qu'on est à la fin de la démocratie, alors que tout simplement, parce que l'espace est vide, parce qu'on a perdu l'habitude à faire des compromis avec les religions, et que là maintenant la présence de certains individus ou de certaines sectes nous font peur en fait. Ça, c'est pas vraiment en fait un véritable danger pour la démocratie. Nous vivons en fait plutôt la troisième étape de la sortie de la religion, c'est-à-dire que selon les penseurs comme François Furet qui est parti, mais comme Marcel Gauchet, comme Jean Bottero ou le reste, ils sont en commun accord pour dire que nous sommes en train de vivre l'ultime étape de la modernité. Ça veut dire que nous sommes dans les sociétés entièrement autonomes. On a perdu, après longue bataille, après des siècles durant, on a perdu la relation avec les religions. Les religions ne sont plus un danger. Les religions ne représentent plus rien dans l'espace public. Les religions sont parties vers les marges et elles sont restées là-bas. Et là, maintenant, on est en pleine démocratie, dans les sociétés entièrement démocratiques, dans les sociétés où les institutions et les administrations sont parfaitement installées et que rien ne mettra en danger la démocratisation et l'autonomisation de l'ordre social. Donc, il ne faut pas trop, en fait, céder à cette tendance médiatique qu'à partir de 300 femmes qui portent la burqa, ils disent que la France est en danger, alors que selon le recensement de la police, de la préfecture de police, on n'a que 320 femmes, tout au plus, partout en France qui portent la burqa. Et je pense qu'avec ces 300 femmes, on n'est pas véritablement en danger. Et là, maintenant, il faut regarder quand même la situation, je pense. Je ne sais pas, j'aimerais bien avoir en fait votre avis, parce que vous êtes en contact avec les gens, vous êtes sur le terrain, alors que nous sommes plutôt dans notre laboratoire et en train de réfléchir d'une manière assez abstraite. C'est pourquoi c'est très important pour moi de connaître votre réaction. Mais en fait, la situation n'est pas du tout aussi catastrophique qu'on peut éventuellement croire à travers les médias. On n'est pas en danger, la situation est beaucoup plus stable. La démocratie s'est profondément installée en France et dans les pays démocratiques, dans les pays occidentaux. Donc, il n'y a pas un véritable danger. Deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est de regarder un phénomène aussi important comme la sortie de la religion, comme le phénomène d'autonomisation de l'ordre social, autonomisation des sociétés humaines, d'une manière assez différente par rapport à des analyses superficielles qu'on peut éventuellement avoir du côté des gens qui essayent de véhiculer un certain nationalisme ou chauvinisme chez les Français en disant que, en analysant un phénomène comme la laïcité, comme le génie français, en disant que, voilà, finalement, les Français, étant donné qu'ils étaient beaucoup plus intelligents que les autres pays de l'Europe, la laïcité vient de la France, et là, maintenant, le monde entier est en train de rentrer dans la même logique que les Français. Et donc, voilà, je voulais juste tout simplement attirer votre attention qu'on ne peut pas du tout analyser les phénomènes sociaux, les phénomènes historiques, d'une façon aussi simpliste, si vous voulez. Les choses se passent autrement.
Si en France, par exemple, si la France était l'épicentre de la laïcité, parce que c'était le pays le plus déchiré par la guerre, par les guerres de religion. Et ce qui fait que, en fait, la réponse de la laïcité, la réponse que l'État de droit divin a donnée à la situation en subordonnant la chose sacrée, en subordonnant les églises à sa volonté, c'était une réponse de logique politique. C'était dans la logique de survie de la société. On sait très bien que depuis la nuit des temps, toutes les sociétés humaines étaient obsédées, étaient hantées par la violence, et leur seul souci était d'assurer la survie de leur société. Et donc, à chaque fois, dans chaque société, dans chaque civilisation, dans chaque culture, on voit une réponse différente. Alors, la réponse que la France a donnée vers le début du XVIIe siècle, fin XVIe siècle, à la question de sa survie, c'était la laïcité, c'était la séparation. C'était beaucoup plus profond que tout simplement le choix de certains individus. Par conséquent, je voudrais faire le parallèle par rapport à ce qui se passe dans l'autre côté du monde. Au même moment qu'en France, qu'en Europe, les religions sont en train de déchirer, sont en train de mettre en péril la survie des sociétés occidentales, au même moment dans les sociétés, par exemple sur la terre d'islam, la situation, on est en face d'une situation totalement différente. Les cités musulmanes sont envahies, sont menacées par l'extérieur, par les ennemis. Et bien justement, dans cette partie du monde, la réponse, c'était la clôture dogmatique. C'était que, en fait, la réponse que le religieux invente pour donner à une situation dangereuse, pour assurer la survie de la société, c'était une réponse totalement différente. La religion fonctionnait là-bas, le religieux assurait son rôle de cohésion. Donc, à partir du Xe siècle, la réponse que les sociétés musulmanes, les cités musulmanes donnent à la menace qui mettait leur survie en danger, c'était la fermeture, c'était le conservatisme absolu. En se fermant sur toutes les dissidents, toutes les idées qui étaient dissidents à l'intérieur même des sociétés, en faisant taire toutes les voix dissidentes, ils ont arrivé à créer une cohésion qui répondait aux menaces, aux différentes menaces qui venaient de l'extérieur. Ce n'est pas parce qu'ils étaient moins intelligents que les Européens, ce n'est pas parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ce que c'est la modernité, tout simplement parce que la situation politique de cette partie du monde demandait une autre réponse. Parce que le rôle de religieux dans cette partie du monde était différent, tout simplement. Donc, ce sont les conditions historiques qui donnent naissance à des réponses politiques, à des logiques différentes. Évidemment, chaque situation est différente par rapport à l'autre, et la réponse que la société donne pour assurer sa survie est totalement différente. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que après plus de 10 siècles de la fermeture dogmatique, avec la rencontre que le monde musulman a fait avec le monde extérieur, en l'occurrence avec le monde occidental, cette fermeture dogmatique ne fonctionne plus. Ça a fonctionné pendant plusieurs siècles, ça a assuré la survie des sociétés pendant plusieurs siècles, mais aujourd'hui ça ne fonctionne plus. Cela est devenu trop enfermé, cela est devenu trop conservateur pour les gens qui sont en train de vivre à l'intérieur de ces sociétés et qui aspirent à autre chose, qui sont en mal d'identité, parce qu'avec la colonisation, avec tout ce qui s'est passé, que vous connaissez très bien l'histoire en fait de la rencontre entre deux mondes, et ben, justement, aujourd'hui, cette ancienne réponse, qui était le conservatisme, la clôture dogmatique de l'islam, la fermeture sur elle-même d'une religion qui n'arrivait pas à assurer la survie de son peuple autrement que par se renfermer, ça ne fonctionne plus. Et là, maintenant, c'est un monde qui est en train de chercher autre chose. Ce n'est pas parce que les gens qui vivent là-bas sont moins intelligents que le reste du monde. Tout simplement, c'est que, en fait, aujourd'hui, ils sont en face d'une situation qui leur est imposée par l'extérieur. Cette mondialisation qui est en train d'envahir, qui a envahi à partir du début du XXe siècle, fin XIXe siècle, le monde musulman. Là, maintenant, ils sont en train de répondre, de trouver leur réponse. Une réponse qui a été donnée en France en XVIIe siècle, fin XVIe siècle, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de guerres, à travers beaucoup de combats. Ben aujourd'hui, on est en train de voir en fait la même procédure dans une autre partie du monde. Donc, il faut faire ce parallèle entre les deux mondes
pour comprendre en fait dans chaque partie, dans chaque culture, dans chaque civilisation, il y a des réponses différentes par rapport à des situations politiques différentes. Donc la laïcité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou la sécularisation, ce sont des catégories extrêmement pertinentes, ce sont des catégories descriptives, ce sont des situations qui, à un moment donné de l'histoire des pays occidentaux, étaient parfaitement pertinentes pour répondre à une situation, mais aujourd'hui, avec l'affaiblissement du religieux, elles ne sont pas aussi pertinentes, ces deux catégories, qu'elles étaient avant. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les penseurs de la philosophie politique en France préfèrent, au lieu de parler de la laïcité ou de la sécularisation, on préfère de parler de la sortie de la religion, de l'autonomisation du monde social et humain, de l'autonomisation de l'ordre social. C'est ça la différence. Et toutes les attaques que la question de le phénomène de la laïcité est en train de recevoir de la part des individus qui sont en mal d'identité, je pense qu'il ne faut pas du tout paraître quelque chose comme fondamental. C'est plutôt, on est entré dans un monde, on est entré dans une phase où la question principale aujourd'hui, c'est qu'on est en face des populations endogènes, des populations, des individus qui sont venus d'ailleurs et qui sont en mal d'identité. Quand on parle, par exemple, avec les enfants de migrants d'origine algérienne ou l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne, on voit à quel point ces enfants, étant donné qu'ils sont les individus démocratiques, qui sont nés sur le sol français, qui veulent se présenter en tant que Français et ne pas en tant qu'immigrés, parce qu'ils sont nés sur la terre française. Ils sont en quête de l'identité. Ils sont en quête de quelque chose que leurs parents n'ont pas voulu ou n'ont pas pu obtenir, parce qu'ils étaient des immigrés. Ils n'avaient pas les mêmes revendications, ils n'avaient pas les mêmes aspirations. Alors ce qui se passe, c'est que les enfants de migrants ici en France, ce sont des revendications totalement différentes par rapport à leurs parents, tout simplement parce que eux, ils sont français et que leurs parents n'étaient pas français. Ce sont des individus en quête d'une nouvelle identité, alors que rien n'est à leur disposition pour obtenir cette nouvelle identité. La culture des parents, la culture d'origine est extrêmement faible, parce que les parents qui sont venus en France étaient les ouvriers non spécialisés, les ouvriers sans avoir une véritable connaissance de leur culture d'origine. Et quand ils sont venus en France, ils étaient vraiment, leur seul souci était de gagner en fait leur vie, assurer la vie de leurs enfants. Et donc, ils n'ont pas la culture nécessaire, ils n'ont pas les dispositifs culturels nécessaires pour mettre à la disposition de leurs enfants. Et ce qui se passe, c'est que ces enfants, ils sont adultes maintenant, ils sont entrés dans la vie publique, mais ils n'arrivent pas à avoir la réponse qu'ils souhaitaient avoir, la situation qu'ils souhaitaient avoir. Ils n'arrivent pas à obtenir la place que l'école républicaine, par exemple, leur a proposée. Ils sont les jeunes qui sont allés à l'école de la République, ils se croyaient égaux, et une fois arrivés sur le marché de travail, ils trouvent que c'est très difficile pour eux de trouver leur place. Donc, on est en face des revendications identitaires, mais à mon avis, encore une fois, je termine là-dessus, et après, je suis très intéressée de connaître votre réaction là-dessus. Je pense que finalement, ils ne sont pas du tout des individus dangereux. On n'est pas en face d'un mouvement extrêmement dangereux qui est en train d'envahir la France. On est en face des individus isolés qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la vie adulte et qu'ils ont besoin de l'aide de la société dans laquelle ils vivent et du pays qui est le leur. Ils sont des individus démocratiques, ils sont français, et donc ils ont besoin d'un coup de main. Donc je pense que, contrairement à ce qui est dans les médias, contrairement à ce qui est dans les journaux, franchement, ils ne représentent pas un véritable danger. Le véritable danger est aujourd'hui se trouve plutôt sur la terre d'islam. Le véritable danger, c'est plutôt cet islam intégriste qui est en train de résister face à toutes les revendications démocratiques des populations qui ne supportent pas ou ne supportent plus la fermeture dogmatique, la clôture dogmatique et le conservatisme qui s'est imposé depuis 10 siècles, plus de 10 siècles,
dans cette partie du monde et que les gens sont complètement étouffés, ils aspirent à autre chose. Mais les racines religieuses sont tellement fortes que finalement, au prix très très cher, au prix dans des situations extrêmement catastrophiques, qu'on voit à quel point ces populations sont en train de se battre, ce qui se passe par exemple en Iran, en Libye ou ailleurs, pour obtenir un peu plus de liberté. Voilà, je vous cède la parole.